Merci, Monsieur le Président. Bon, à mon tour de remercier la Société marocaine de pédiatrie, la PELIP, pour m'avoir convié à ce beau congrès et pour justement partager notre petite expérience avec une thématique, je dirais, assez déroutante en pédiatrie, les vomissements persistants chez l'enfant. Alors, on m'a proposé justement ce titre et comment les explorer. Alors, la première étape, juste pour rappeler et situer ou encadrer un petit peu ce sujet. Alors, quand on parle de vomissement, bien sûr, c'est clair, c'est un symptôme qui est défini par une expulsion forcée par la bouche de toute une partie du contenu gastrique, qu'il soit alimentaire ou non. Et on parlera de vomissement persistant, qu'il s'agisse de vomissement chronique ou vomissement plutôt récidivant ou récurrent. Quand ces épisodes se répètent, donc on revoit un petit peu les critères de Rampe, c'est au minimum 2 mois, mais pour la pratique et pour éviter les retards de diagnostic, on se limite à peu près à 4 semaines. Et justement, ça permettra justement de s'alerter un peu plus rapidement et d'aller résoudre ce problème de vomissement persistant. Alors, ces vomissements peuvent être effectivement d'origine fonctionnelle, souvent bénigne, ou peuvent parfois révéler une pathologie organique relativement sérieuse. Et c'est ce qu'il faut éliminer en premier à chaque fois qu'on a un enfant qui a des vomissements qui se répètent et qui traînent. Alors, pour illustrer justement cette démarche et vous faire vivre un petit peu les difficultés ou les contraintes quand on a un enfant qui consulte pour des problèmes de vomissements persistants, alors je vous propose rapidement 2 vignettes cliniques. Il y a d'abord celle de Safouane, un nourrisson de 17 mois. Il y a un bon développement psychomoteur, stature pondérale. Il était allaité au sein exclusivement, diversifié à 4 mois et qui présente depuis l'âge de 7 mois des vomissements et qui surviennent par accès. Et parfois, c'est des vomissements tellement sévères au point de se déshydrater. L'enfant a même été hospitalisé pour sa déshydratation avec souvent une hyponatrémie. Et on sentait justement que l'enfant, en dehors de ces épisodes justement de vomissement, il se portait bien avec des périodes d'accalmie qui peuvent aller plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et d'après la description, comme quoi il faut donner quand même beaucoup d'attention à ce que disent les parents ou comment décrivent les parents ces épisodes de vomissement, on sent qu'il y a comme un problème mécanique qui se produit à chaque fois que ces vomissements allaient se déclencher. Alors c'est un enfant qui a une croissance naturo-pondérale qui était correcte. Est-ce que vous avez un diagnostic en tête? Un enfant qui se porte bien, il y a des périodes d'accalmie, mais qui fait comme des épisodes de vomissement sans fièvre, sans signe associé. Invagination, c'est beaucoup plus costaud. D'accord. Bravo. Mais en tout cas, on sent qu'il y a effectivement un problème de, comme on dit, de plomberie, c'est-à-dire des occlusions qui se font rapidement. Et donc, j'ai demandé d'emblée une échographie qui a montré une inversion des vaisseaux mésentériques avec une veine mésentérique supérieure qui se situe à gauche de l'artère mésentérique supérieure. Et vous avez justement l'opacification qui a montré l'absence de langue de Treitz avec un arrêt de transit au niveau du duodénum. Et c'est effectivement une malrotation intestinale chez un nourrisson. C'est un diagnostic justement qu'il faut faire rapidement parce que cette malrotation peut effectivement se compliquer d'ischémie ou de nécrose intestinale. Alors on a confié bien sûr l'enfant au chirurgien, l'évolution post-op était assez bonne. Donc voilà, juste pour illustrer ce que c'est que cette malrotation. Donc vous voyez quand même que le côlon il est d'un côté, le grêle il est d'un autre, et donc ça favorise justement ces tours de spire, et c'est ce qui explique ces occlusions qui surviennent de temps en temps, et parfois il peut justement se compliquer de nécrose digestive. Alors, deuxième cas clinique pour illustrer là aussi les difficultés devant des vomissements persistants. Alors, vous avez Hasna qui est âgée de 12 ans, qui consulte pour des problèmes de vomissements chroniques. C'est une fille qui se portait bien, elle a un bon développement psychomoteur, une bonne croissance staturopondérale, scolarisée en première collège, pas d'antécédents qui inquiètent, et elle a effectivement des épisodes ou d'accès de vomissement qui survenaient à peu près tous les 3 mois. Et ces derniers temps, les accès sont devenus même mensuels. Et entre les épisodes, enfin, vous avez une fille qui se porte très bien. Alors, au moment des crises, il a une hypersalivation, une somnolence, un petit trouble de comportement. Alors,
C'est une fille qui a été hospitalisée plusieurs fois, entre l'âge de 4 ans et 10 ans. Il développait même une insuffisance rénale fonctionnelle. Vous imaginez un petit peu ces vomissements assez importants. Bien sûr, sa croissance, elle est tout à fait rassurante. Et donc là, on est entre, bien sûr, le trouble fonctionnel et le trouble organique. Et donc, le critère croissance compte beaucoup. Alors, vos hypothèses diagnostiques, rapidement? Pas vraiment. Il y a une croissance qui est correcte. Voilà, très très bien, donc vous êtes fort. Alors effectivement, quand on ne trouve pas justement d'orientation déjà à l'étape clinique vers une cause organique, bon, bien sûr, on a fait même un bilan avant de retenir les vomissements cycliques. Le bilan biologique était il était normal en tout cas. Il n'y avait pas d'orientation vraiment digestive, si ce n'est ces vomissements. L'enfant n'a pas de pérosis ou d'antécédent de pérosis, ni de douleur abdominale, ni de vomissements bilieux, pas de diarrhée, pas de constipation, pas de dénutrition. On a fait quand même une fibroscopie qui est revenue normale, l'échographie abdominale et même la TDM qui était normale. Pour les causes extra-digestives, vous imaginez que quand on parle de vomissement, on pense à tout ou presque. Le tube digestif, ça vous le savez, c'est un baromètre et il peut justement se manifester même pour des causes extra-digestives. Alors la fille ne présente ni céphalée, pas de trouble visuel, n'a pas de syndrome polyuropolydipsique, pas de trouble neurologique, il a une croissance qui est relativement correcte. On est quand même parti faire une imagerie cérébrale qui est revenue normale et même on a pensé à des maladies métaboliques à révélation un petit peu tardive et le bilan qui a été demandé était normal. Donc ce qui a été retenu finalement selon les critères de Rome, c'est le syndrome effectivement de vomissement cyclique et l'enfant a été mis sous traitement. On a testé plusieurs traitements pour justement réduire la fréquence des vomissements. Et le traitement qui a marché le plus, c'était le valproate de sodium avec une nette amélioration, un espacement des crises. Bon, la dernière hospitalisation remonte à 4 mois quand même. D'où l'importance quand même d'anticiper aussi ces accès parce que ça peut devenir très handicapant chez ces enfants. Alors, quelle approche finalement pour ces vomissements persistants chez l'enfant? Alors certes, là c'est juste pour rappeler les critères de Rome, et vous avez justement ces vomissements cycliques qui sont évoqués justement parmi les troubles fonctionnels chez l'enfant. Alors pour se situer justement par rapport à cette thématique, le vomissement, comme vous le savez, c'est un réflexe coordonné. Il y a plusieurs afférences qui vont stimuler le centre finalement cérébrale et vous avez comme organe effecteur bien sûr le tube digestif. Vous imaginez l'origine un petit peu de ces stimulations neurologiques et donc les étiologies ou l'éventail des étiologies qui sont possibles devant des vomissements persistants. Alors vous avez effectivement les causes digestives. Vous avez les causes neurologiques, en cas de processus expansé, par exemple intracrânien, les causes métaboliques. Il y a même des causes médicamenteuses qu'il faut aussi vérifier. Les causes endocriniennes, bien sûr, les causes métaboliques. Alors, ce qu'on propose justement devant des vomissements persistants, c'est justement une analyse qui soit la plus structurée possible, parce que vous devez quand même résoudre un problème. Et c'est un enfant qui risque d'être handicapé par l'étiologie responsable de ces vomissements chroniques. Il faut savoir poser les bonnes questions. Est-ce effectivement un vomissement? Est-ce qu'il est vraiment chronique ou persistant? Quand il s'agit de vomissements bilieux, même devant des vomissements qui traînent, il ne faut pas hésiter justement à évoquer une cause chirurgicale, qui peut être effectivement une urgence. Vérifier les signes associés et bien sûr vérifier s'il y a un retentissement et par la suite établir cette stratégie d'examen complémentaire qui peut contribuer à résoudre cette problématique. Alors l'interrogatoire, il est très précieux. Vous avez quand même vu, quand on décrit bien les vomissements, on peut être rapidement orienté vers une étiologie. Donc on recherchera les signes associés, digestifs, extradigestifs. On prendra en tout cas le temps pour bien examiner l'enfant et rechercher tout signe qui pourrait justement avoir une valeur d'orientation. Alors déjà à l'étape clinique, alors quand vous avez par exemple des vomissements matinaux et des céphalées, on va évoquer éventuellement l'hypertension intracrânienne, mais il ne faut pas oublier aussi l'hypertension artérielle, qui peut être aussi d'origine rénale. Les vomissements avec acidose et hypoglycémie, bien sûr on pensera aux erreurs innées du métabolisme.
une intoxication exogène, les vomissements avec retard de croissance et anémie, une cause digestive telle l'œsophagite peptique ou une sténose œsophagienne, une insuffisance rénale aussi qu'il faut évoquer. Alors, quand on a des vomissements avec un terrain atopique, là, bien sûr, on évoquera aussi les étiologies allergiques telles que l'allergie au PLV. Et on a cité tout à l'heure le CEPA qui peut justement se manifester par des vomissements incoercibles, répétitifs. Et c'est ce qui permet d'évoquer ce genre de forme, on va dire, d'allergie, notamment allergie au PLV. Sans oublier, bien sûr, les pathologies eosinophiles qui sont aussi d'origine allergique. Alors, quelle place pour les examens complémentaires? Alors, il n'y a pas d'examen complémentaire systématique, on est d'accord. Il faut être orienté par la clinique, par l'examen clinique. Et il faut justement justifier chaque examen qu'on aurait à demander. Ça permettra certes d'apprécier le retentissement, mais aussi de confirmer l'orientation clinique. Alors, comme examen de première intention, donc il y a les examens qu'on demande de manière de routine, tels que la glycémie, un ionogramme sanguin, les gaz du sang, un bilan hépatique, un bilan pancréatique, les lactates, l'ammoniémie, en tout cas en fonction là aussi de l'orientation initiale. Comme imagerie, et je pense que l'imagerie a sa place dans l'exploration des vomissements chroniques. On fait le focus d'abord sur le tube digestif, qui est la source, on va dire, initiale, on va dire, de ces vomissements. Et vous avez l'ASP qui peut avoir une valeur d'orientation assez importante. Vous connaissez certainement ce genre d'image. Il n'y a pas de chirurgien, je pense, parmi nous. Alors, la simple bulle gazeuse pour la sténose de pylore, la double bulle gazeuse pour l'obstruction duodénale, les niveaux hydrouriques multiples pour les causes d'obstruction plutôt intestinale. Et l'apport précieux, bien sûr, de l'échographie pour confirmer beaucoup de diagnostics qui peuvent être à l'origine de vomissements chroniques. La sténose hypertrophique de pylore, et je passe pour les tout petits, mais on va parler d'une autre forme de sténose qui serait plutôt incomplète et qu'on peut retrouver à un âge un petit peu avancé. Il n'y a pas que la sténose de pylore classique par hypertrophie musculaire, mais il y a aussi parfois des petites lésions au niveau de pylore qui peuvent occasionner, chez un enfant relativement plus grand, ce genre de vomissement chronique. Et bien sûr, vous avez la malrotation avec volvulus, comme pour le cas que je vous ai présenté au tout début. La duplication digestive qui peut aussi être diagnostiquée grâce à l'échographie. On peut aussi retrouver une masse surrénalienne qui pourrait être à l'origine de ces vomissements chroniques. Le transit œsogastro-duodénal, un examen de choix pour le diagnostic notamment des malrotations et des anomalies anatomiques. Et les chirurgiens justement apprécient beaucoup cet examen pour justement s'assurer de diagnostic et d'établir leur stratégie, on va dire, thérapeutique. Là, vous avez l'opacification du cadre duodénal qui montre l'absence de langue de 13, comme ce qu'on a vu pour la malrotation avec un arrêt de transit au niveau du duodénum qui serait justement en faveur d'une malrotation intestinale. Bien sûr, le transit œsogastro-duodénal peut montrer d'autres anomalies, le mégaœsophage, la sténose de l'œsophage, une malposition cardio-tubérositaire. Vous avez justement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, la sténose incomplète de pylore avec une opacification normale du duodénum, et on est sur cette piste diagnostique que j'ai reçue la semaine dernière pour une distension abdominale qui est énorme. Il y a l'ASP qui montre que la distension gastrique, alors que la répartition des gaz au niveau intestinal, elle est relativement respectée. Et donc, c'est une étiologie à laquelle on ne pense pas peut-être assez et qui pourrait justement être cause, là aussi, de ces vomissements répétés ou de ces vomissements récidivants. Et bien sûr, il y a l'apport très précieux aussi de l'entéro-scan et l'entéro-IRM pour les masses abdominales, pour les maladies inflammatoires intestinales, pour les fistules, etc. Alors, l'endoscopie est un examen quand même pivot, on va dire, notamment pour les pathologies digestives, c'est-à-dire quand on a une orientation vers une cause digestive, l'examen clé reste quand même l'endoscopie. Et là, vous avez dans des études globales, 21% des enfants qui sont admis pour endoscopie auraient comme symptôme principal des vomissements persistants. Donc, les vomissements persistants, c'est une indication assez fréquente de l'endoscopie chez l'enfant. Et son rendement, quand même, il est assez important. Il est de 67%. C'est-à-dire, quand on pose la bonne indication, on peut trouver le diagnostic dans pratiquement les 2/3 des cas. Alors, dans le service, j'ai juste vérifié pour cette dernière année, nous avons fait environ à peu près 450 endoscopies, et sur les 450 endoscopies, il y avait quand même 13% à peu près d'indications qui seraient liées au vomissement chronique,
Et parmi les étiologies, bon, la fibroscopie était normale dans plus de la moitié des cas, mais on a quand même retrouvé des causes type œsophagite peptique, gastrite, érythémateuse, nodulaire, qui étaient source justement de ces vomissements très probablement. Alors l'endoscopie digestive peut effectivement montrer un aspect d'œsophagite peptique. Elle peut montrer aussi une sténose œsophagienne, donc une complication quand même qu'on craint pour ces œsophagites peptiques. Là, vous avez même une rétention d'un corps étranger alimentaire à cause de cette sténose œsophagienne. On peut avoir aussi un aspect d'œsophagite A éosinophile que vous connaissez certainement de mieux en mieux. Donc une pathologie allergique de l'œsophage avec des aspects assez très évocateurs. Bien sûr, la confirmation, il est apportée par l'histologie. Donc, on fera systématiquement des biopsies aux différents segments pour retenir ou non ce diagnostic. Alors, vous connaissez aussi la gastrite nodulaire, donc source aussi de vomissements possibles chez l'enfant, donc assez typique de la gastrite à HP. Alors, on tombe rarement, mais c'est possible aussi sur un ulcère bulbaire. Et l'ulcère chez l'enfant, c'est beaucoup plus d'origine, on va dire, médicamenteuse. Donc, il faut rechercher aussi la notion de prise d'AINES en particulier. Alors, les autres explorations, on a rarement recours à, éventuellement à la manométrie. Donc, manométrie œsophagienne pour le diagnostic de la chalasie du cardia ou la manométrie introduodénale pour la gastroparésie ou les pseudo-obstructions intestinale chronique ou le syndrome de rumination. Pour la pH impédentimétrie, peu de place aussi en cas de vomissement persistant parce qu'elle montre tout genre, en tout cas, de vomissement, qu'il soit acide ou non acide. Alors, il faut quand même garder en tête la possibilité de certaines errances, on va dire, diagnostiques quand il s'agit juste de régurgitation ou d'un trouble de comportement alimentaire. Et on va voir quelques critères pour s'orienter vers ce genre de trouble. Et puis, bien sûr, vous avez le syndrome de rumination et de méricisme, mais ça reste comme des diagnostics qu'on peut éliminer relativement facilement. Les régurgitations, il n'y a pas de contraction, ça vous le savez, ce n'est pas comme les vomissements. Pour le syndrome de rumination, vous avez ces remontées volontaires d'aliments récemment ingérés, suivis parfois de mastication et de réingestion. Et pour les troubles de comportement alimentaire, on peut s'aider justement de ce qu'on appelle le score de SCOFF. Donc, vous posez ces questions et si vous avez 2 réponses positives, vous êtes très probablement face à un trouble de comportement alimentaire sous-jacent qui pourrait être aussi source de ces vomissements. Alors, je passerai juste en revue les principales étiologies. Vous avez ici un algorithme qui distingue effectivement les causes digestives et les causes extra-digestives. Donc, vous voyez qu'on touche un petit peu à toute la pathologie pédiatrique ou presque quand on parle de vomissement chronique ou vomissement récurrent chez l'enfant. Donc, vous avez le reflux gastro-œsophagien, l'allergie, l'œsophagite éosinophile, l'obstruction intestinale. Pour les principales, on va dire, causes digestives. Pour les causes endocriniennes métaboliques, vous avez les héroïnes de métabolisme, l'acidose diabétique, il ne faut pas oublier aussi les causes rénales, l'insuffisance rénale chronique. Et bien sûr, les causes neurologiques, l'hypertension intracrânienne, le syndrome de vomissement cyclique qui fait partie des troubles fonctionnels, mais d'origine quand même neurologique. Et vous avez souvent cette histoire familiale de migraine. Alors, un petit focus rapidement sur les vomissements cycliques et puis un diagnostic qui peut prêter aussi confusion avec ces vomissements cycliques, ce qu'on appelle le syndrome d'hyperémèse cannabique. Donc, ça a un lien avec la consommation de cannabinoïdes. Donc, autant pour les vomissements cycliques, donc, on a vu un petit peu le cas clinique de tout à l'heure. C'est un diagnostic qui est souvent méconnu ou souvent mal diagnostiqué, au même titre que l'hyperémèse cannabique. Alors, le syndrome des vomissements cycliques, c'est quand même une prévalence de 1-2% dans la population pédiatrique. C'est des vomissements qui surviennent à raison de 10 à 12 par jour, avec des crises qui peuvent durer 6 jours. Et vous avez justement cette stéréotypée des vomissants, c'est-à-dire que les parents arrivent même à vous dire ou à prédire le moment où l'enfant va commencer à vomir. Et donc, on est relativement à l'aise quand on a justement cette description assez précise de ces vomissements et de leur chronologie. Voilà, vous avez des facteurs déclenchants, ça peut être le stress, les troubles de sommeil, la consommation de certains aliments, et puis il y a des terrains un peu particuliers pour ces enfants qui souffrent de vomissements cycliques. Là, c'est juste justement pour ne pas passer à côté des diagnostics différentiels quand on a des vomissements cycliques ou quand on n'a pas tous les critères, on va dire, en faveur. Il faut quand même éliminer une cause organique avant de se lancer dans la prise en charge de ces vomissements cycliques. Là, vous avez une liste de médicaments pour arrêter les crises, et puis vous avez le traitement
de fonds qu'on pourrait justement proposer pour prévenir les crises. Et je termine juste pour dire un petit mot de l'hyperémèse cannabique ou cannabinoïde. En tout cas, c'est des enfants qui consomment du cannabis. Et vous avez comme critère, enfin, il y a un retentissement sur leur croissance des fois quand ça traîne. Et c'est des enfants, quand ils ont leur crise, ils s'améliorent quand ils prennent des bains chauds. Ça, en tout cas, c'est assez typique de ce syndrome d'hyperémèse cannabique et qu'il faut aussi penser dans notre contexte. Alors, je termine justement pour dire finalement que les vomissements cycliques ou les vomissements persistants, c'est juste un symptôme. Il faut s'acharner à avoir un diagnostic. Les étiologies, comme on vient de voir, sont multiples, allant de fonctionnel à l'organique. Une approche méthodique et rigoureuse étant essentielle, donc un bon interrogatoire clinique, un bon examen clinique avec des examens orientés, ciblés en fonction de la clinique. L'échographie, on l'a vu, il a un apport quand même assez important. Et la fibroscopie pour les causes digestives reste quand même la clé de diagnostic. Il ne faut pas négliger bien sûr les causes extra-digestives, qu'il s'agisse de troubles là aussi fonctionnels ou organiques, donc neurologiques, psychiatriques, métaboliques, toxicologiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Saïd, pour cette belle présentation didactique pour un symptôme qui est quand même assez fréquent, c'est des vomissements, surtout les situations où les vomissements persistent. Je crois que l'objectif de cette présentation, c'est de savoir gérer cette situation. Un enfant qui a des vomissements, il ne faut pas le laisser, donc il faut le bilanter, et il faut orienter le bilan, comme tu l'as dit. Donc au moins, un TOGD pour écarter les étiologies digestives. Une sténose, dans notre contexte, on continue à avoir des sténoses peptiques, ou bien certaines situations, bien que rares, pour un diagnostic précoce, peut-être pour les achalasies. Donc on en voit surtout le diagnostic, il est très très difficile chez les tout petits. Même en faisant la manométrie à haute résolution, on n'a pas des aspects un petit peu typiques. Et bien sûr, ne pas oublier les autres causes, donc allergiques et enfin, bien que c'est la situation peut-être fréquente, les fonctionnels, mais maintenant on a des critères de RAMP qui précisent bien les choses pour le diagnostic de ces critères, ces maladies ou bien ces troubles fonctionnels. On ne parle plus d'élimination, mais c'est un diagnostic positif. Quand un malade vient avec un trouble digestif fonctionnel, il faut l'étiqueter comme tel pour ne pas dire qu'il n'a rien, c'est juste fonctionnel. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci, et la parole à la salle.